Dernière table ronde, vous avez vu que le temps passe vite, mais nous avons encore un programme bien chargé. La table ronde qui suit maintenant, puisque nous avons parlé d'accompagnateurs tout à l'heure pour Réseau Entreprendre. Là, cette fois-ci, nous allons parler entreprise, nous allons parler chef d'entreprise, nous allons parler développement d'entreprise, et plus exactement développement d'entreprise à l'international. Avec 3 témoins, et on va leur parler de l'ancrage local, de ce début dans ces missions d'entrepreneurs qu'ils avaient il y a de cela quelques années, quand il s'agissait de leurs arrière-arrière-grands-pères ou leurs parents, et puis comment, petit à petit, on en vient à se développer à l'international et avoir des usines, des représentations. Bref, on va tout savoir dans quelques instants. Et pour tout savoir, nous avons nos participants et... De suite, je vais appeler Madame Marie-Guy Dufay à bien vouloir venir nous retrouver, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, si vous voulez bien venir me retrouver ici. Nous accueillons aussi Monsieur Antoine Févé, PDG du groupe Bell, Monsieur Antoine Gérard, président du groupe IMI, et Monsieur Bruno Lacroix, président du groupe Lacroix Emballage. Sous vos applaudissements, là encore, merci. Trois témoins, 3 sociétés avec des dimensions différentes, mais vous allez sans doute vous en rendre compte dans le courant de cette table ronde, bien finalement des parcours qui sont quelque peu semblables. Mais tout d'abord, Madame la Présidente, bonsoir. Et puis, bonsoir. Félicitations pour votre élection, puisque c'était la région, donc c'est la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté. Peut-être un petit mot ? Écoutez, c'est toujours avec un immense plaisir que je retrouve le réseau, parce que c'est un réseau qui est plein d'audace, plein d'optimisme et plein de générosité. Et je pense qu'avec l'audace, l'optimisme et la générosité, on fait beaucoup de choses. Et je vois que cet esprit perdure depuis maintenant plus de 10 ans. Donc je suis très, 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 très heureuse d'être avec vous. Et nous, on s'est dit, avec Charles Bernard, que vous n'auriez pas le temps de venir. Alors c'est pour ça qu'on s'est dit, tiens, ça nous fait plaisir, parce que je crois que chaque année, dans votre agenda, vous notez la date et vous êtes avec nous, et ça nous fait vraiment extrêmement plaisir. Bah oui, mais il faut savoir faire des choix et être aux bons endroits. Très bien, parfait, merci. Je vous invite à donner le micro à Antoine Gérard, juste là derrière. Nous allons parler des différentes sociétés. Alors, Monsieur Févé, on l'a vu tout à l'heure, on en a parlé. Antoine Gérard, vous êtes président du groupe IMI. Vous avez succédé à votre père en 2009. C'est un groupe familial. Votre père Jean-Pierre l'a créé en 1987. Le groupe IMI regroupe un certain nombre de sociétés industrielles emblématiques dans le secteur de la microtechnique, notamment par sa filiale Cheval Frères, créée en 1848. Un petit mot sur votre groupe aujourd'hui. Qu'en est-il, l'effectif, chiffre d'affaires, enfin voilà, quelques petites phrases. Alors, merci. Moi, j'ai un peu l'impression d'être le petit poucet des sociétés qui sont représentées autour de cette table. Je suis un peu votre grand-père ou votre arrière-grand-père, je sais pas. Donc le groupe IMI est effectivement un groupe familial, industriel, indépendant, et je tiens vraiment à ces 3 termes. C'est un groupe qui a été créé par mon père en 87, qui a racheté en 94 une société qui s'appelle Cheval Frères, elle-même très ancienne, qui datait de 1848. Et ma famille a repris en quelque sorte le relais d'une famille qui était la famille Cheval, en construisant le groupe IMI. Nous réalisons 40 millions de chiffres d'affaires. Nous sommes présents et leaders sur la fabrication d'un certain nombre de composants à destination de l'industrie horlogère, et notamment à destination de l'industrie horlogère suisse. Nous sommes leaders sur la fabrication de couronnes de montres, qui sont les remontoirs des montres mécaniques. Nous sommes également leaders sur les poussoirs, sur la fabrication des pierres d'horlogerie, qui sont, vous savez, ces petits rubis, ces petites pièces roses que vous voyez à l'intérieur des mouvements. Et puis, par ailleurs, on fabrique des cadrans, des pièces en céramique pour l'industrie du luxe et des machines laser. Donc, beaucoup de choses dans un groupe qui compte aujourd'hui 550 personnes, réparties sur 6 sites de production, 3 autour de Besançon, dans la région de Franche-Comté, une entreprise, une usine qui se trouve en Suisse, au Locle, au plus près de nos clients, une usine qui se trouve au Portugal, où nous avons 150 personnes, et une usine, alors là c'est historique, parce que c'est une société dont on a racheté la maison mère, une usine qui se trouve à l'île Maurice, ce qui fait toujours réagir tout le monde en se disant tiens, c'est vachement bien ça, l'île Maurice. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de fabricants de pièces, de cadrans, de bracelets à l'île Maurice. Voilà. Donc, répartis sur ces 6 sites de production, et c'est à ce titre-là qu'on a fait effectivement un peu d'international. C'est vrai
Concernant l'île Maurice, on n'avait pas du tout cette image-là, mais c'est important aussi. Laissons la parole et découvrons Bruno Lacroix, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le président du groupe Lacroix Emballage. Depuis 2003, groupe familial qui a été créé par votre père en 1946. Le groupe Lacroix, vous êtes leader mondial de l'emballage fromager qui comprend en gros 1200 personnes. Un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros. Et là aussi, ça nous a fait vraiment plaisir quand on a su que vous étiez disponible pour être avec nous ce soir. Un petit mot sur le groupe aujourd'hui, de la même question posée à Monsieur Gérard. Oui, bonsoir. Donc le groupe Lacroix, c'est une entreprise familiale créée par, comme vous l'avez dit, mon père en 1946, après-guerre. Il y a 29 sites de production, des petites usines, 14 en France, 15 à l'étranger. On est dans 10 pays différents, Nord-Amérique, Sud-Amérique, Colombie, Nord-Amérique, Canada, États-Unis, en Europe, dans divers pays européens, Pologne, Roumanie, Allemagne, Belgique, la Turquie, qu'on ne sait pas encore si on va annexer à l'Europe mais où on a une petite unité là-bas, et le Vietnam depuis quelques mois. Nous fabriquons des emballages à destination de l'agroalimentaire en général, plus particulièrement fromagère à l'origine, ce qui explique, et nous livrons des très petits clients jusqu'à des très gros donneurs d'ordre du type Unilever, Nestlé, Kraft Mondelez, le groupe Bell, ici présent, Lactalis, voilà, nos spécialités, plutôt une clientèle fromagère, mais on a élargi la clientèle depuis quelques années. Notre particularité à nous, c'est de fabriquer des emballages bois, carton et plastique aujourd'hui. Et peut-être une particularité plus importante, c'est qu'on fabrique nos propres matériels pour nos besoins en production et qui nous donnent des moyens d'évoluer sur les différents marchés. Monsieur Gérard, merci. J'en viens maintenant à mes premières questions. Monsieur Févé, première question, et je vous la poserai à vous trois aussi, au fur et à mesure, vous pourrez vous passer le micro. Qu'est-ce qui fait que dans votre entreprise, et qu'est-ce qui fait que parmi vos aïeux, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, il y a une décision à un moment donné de faire de l'international. Il y a 3 lettres qui sont revenues à chaque fois quand on a préparé cette discussion, c'était ADN. Alors, comme si c'était inclus dans votre personnalité ou dans la personnalité de vos aïeux. Oui ? Donc c'est moi qui démarre. D'abord, je voudrais féliciter mes deux camarades là pour leur. C'est des très belles affaires. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de petites ou de grosses entreprises. On fait 0,8% du groupe Lacroix. J'ai regardé avant de venir parce que je me suis dit, il faut quand même que je sache à qui je m'adresse. Et effectivement, le groupe Lacroix fournit des emballages dans des. Je crois qu'on est en Turquie, en Pologne, en Tchéquie, en Slovaquie. Et on est en Turquie, au Vietnam, donc vous êtes bienvenus évidemment. Vous avez le directeur industriel qui est responsable aussi des achats dans la salle. Donc n'hésitez pas à lui vendre quelques emballages supplémentaires tout à l'heure. Alors, on va faire du réseautage. Voilà. Et puis ce sont des groupes familiaux. Donc moi je veux bien être accompagnateur pour les changements de génération, parce que ce sont souvent des chocs importants. Il y a beaucoup d'entreprises familiales qui meurent. Je dis toujours, ce qu'il y a de plus dangereux pour une entreprise familiale, c'est la famille. Parce que la famille, c'est de l'émotion, c'est pas rationnel. Alors, on revient à l'international. Et donc, l'ADN, je sais pas, nous, il y a toujours eu chez mes ancêtres ce goût de cet appétit pour sortir du territoire France, mais c'est quand même partie du produit, c'est-à-dire que la vache qui rit était une portion, donc un produit accessible et surtout qui échappait à la chaîne du froid. Donc c'est à travers quand même la caractéristique du produit qu'il y a eu cette ambition d'attaquer l'international très tôt.
Hein, donc l'Angleterre, l'Espagne la Belgique, l'Angleterre avant les années 30, et puis après le développement finalement n'a eu cesse que de s'accélérer. En fait, quand on regarde la courbe, ça va de plus en plus vite. Il y a de plus en plus de pays qui sont ouverts. Hein. Ensuite, on avait un fromage qu'on a aussi adapté au local, c'est-à-dire qu'on n'a pas. Alors là, c'est un scoop. On n'a pas la même recette dans tous les pays du monde. Hein. Donc, on s'adapte à nos consommateurs. Hein, donc, ça, c'est aussi une caractéristique de notre ambition. Puis avant tout, c'est quand même il y a une volonté politique. Il faut vouloir sortir. Nous, on l'a fait très tôt, et aujourd'hui, on fait 80% de notre chiffre d'affaires en dehors du territoire français. Et je dois dire que ça nous aide quand même. Même si y a quelques régions qui sont aujourd'hui un peu chahutées. On est leader mondial dans notre catégorie, par exemple au Moyen-Orient. La situation au Moyen-Orient là est un peu difficile. Hein, mais c'est une force. Quand le Moyen-Orient souffre, les États-Unis se développent très bien, la Grande Afrique se développe formidablement bien, et puis toute l'Asie va bientôt consommer les Japonais aiment le fromage, mais les Chinois le découvrent. Et le développement de nos activités en Asie, je le souhaite, va se développer maintenant assez rapidement. Monsieur Gérard, un petit mot donc sur qu'est-ce qui a provoqué le démarrage de l'international. Alors, nous, le développement international, qui est évidemment beaucoup plus modeste, s'est fait sous deux impulsions. Une première, dont j'aurais tendance à dire qu'elle a été un peu malheureuse, c'est dans les années 80, la fabrication de pierres d'horlogerie était l'activité principale de Cheval Frères. Et au moment où le quartz est arrivé, le besoin en pierres d'horlogerie, en rubis, a été divisé par 50 en 2 ans de temps. Donc il a fallu trouver un certain nombre de solutions. Il y avait à l'époque une trentaine de pierristes qui officiaient entre la France et la Suisse. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 4, dont nous. Et en l'occurrence, il y avait, ça c'était à l'époque de la famille Cheval, il y avait un certain nombre d'ouvriers portugais qui travaillaient à l'usine et qui ont dit, écoutez, nous on serait assez intéressés de retourner au pays. Ils étaient tous originaires d'ailleurs à peu près de la même région, qui s'appelle Fundao. Ils sont partis à 5 et ils ont développé l'usine. Et si on n'avait pas fait ça à l'époque, on n'aurait pas aujourd'hui l'usine du Portugal, qui est d'ailleurs l'ensemble du groupe et qui compte 150 personnes. Deuxième développement, on l'a eu de manière assez récente, c'était en 2009, où on s'est installé, on a construit notre usine en Suisse. Alors, c'est de l'international, on n'est pas allé à l'autre bout du monde, parce que nous, on vend essentiellement à l'industrie horlogère suisse. Donc on exporte à 80%, mais on a cette chance de le faire à 80 km de chez nous, hein, dans toute la partie Bienne, la Chaux-de-Fonds, le Locle, etc. Et donc on a construit une usine parce qu'il était réellement nécessaire, avec le développement de Swissmed, d'avoir un pied en Suisse afin de pouvoir continuer à faire travailler l'ensemble de nos usines. Et dernier point que je veux rajouter, on s'est posé la question de développer une usine en Inde, en l'occurrence sur notre filiale laser. Et là, je me suis rendu compte assez rapidement que justement l'ADN dont vous parliez, qui est ressorti également dans votre discours, n'était pas assez clair. On n'était pas assez clair sur ce qu'on était, sur ce qu'on voulait faire, sur nos produits. Et donc j'ai dit, attendez, pour l'instant, on met le haut là, on attend, on va vraiment définir, essayer de mettre les pieds dans le béton de ce que nous sommes, définir clairement ce que nous sommes. Je pense qu'on ne fait bien que ce qu'on est, et avant de pouvoir repartir un peu plus à l'international. Merci, Monsieur Gérard. On va laisser la parole maintenant à Monsieur Lacroix. Est-ce que tout a été dit ou... C'est un petit peu différent, peut-être pour nous. Vous avez parlé d'ADN. Nous, entreprise créée par notre père en 1946, lui, il a quitté le village de Bois d'Amont du Haut-Jura pour aller hors département, en Saône-et-Loire, dans un premier temps, dans les Vosges, en Normandie. C'était déjà un gros pas. Pas international, mais déjà un gros pas. Et nous, on a, en deuxième génération, poursuivi cette internationalisation. Ça s'est fait de façon un peu particulière dans la mesure où on a un éventuel concurrent, très petite affaire qui était au Canada, qui a sollicité de mécaniser ses productions et qui a sollicité nos services en France pour le mécaniser. Donc mécaniser un concurrent, c'était pas idéal pour nous, donc on a racheté cette petite affaire. On a très mal démarré aussi. On a mangé 2 millions de francs à l'époque en 2 ans, et
la solution, ça a été d'envoyer un jeune couple maurésien qu'on a formé, qui a bien voulu aller s'exporter là-bas au Canada. C'est une réelle prise de risque pour eux. Aujourd'hui, donc 20 ans après, moins de 20 ans après, on est 350 personnes Nord-Amérique. Et c'est eux qui le gèrent. Donc voilà, c'est un peu particulier. Hein, ça rappelle un peu les Portugais de mon voisin, là. Sinon, l'autre expérience, c'est les pays de l'Est. À l'ouverture des frontières, donc après la chute du mur de Berlin, nos gros donneurs d'ordre européens sont allés s'installer dans les pays de l'Est et nous ont sollicité pour les accompagner, puisqu'ils voulaient continuer à être fournis par un fournisseur connu, fiable, qui maîtrisait les exigences dont ils avaient besoin. Et on a pris le risque d'aller en Pologne, puis en Roumanie. Et là, on a plutôt embauché des autochtones qui mènent encore l'affaire aujourd'hui. Et puis la suite, dans la mesure où il y a succès à l'international, on a poursuivi dans différents pays, ayant, on va dire, un savoir-faire assez bien maîtrisé. L'agroalimentaire est malgré tout un marché qui est vite, dont les fournisseurs sont vite connus, donc on a été sollicité et on poursuit encore notre développement dans ces différents pays, voire l'Asie, qui bien sûr intéresse beaucoup de monde. Merci Monsieur Lacroix. Je voudrais poser une petite question à Madame la Présidente concernant de l'importance de l'ancrage local finalement. Avec les conditions. Alors, à votre avis, quelles sont les conditions qui permettent à une entreprise de développer son ancrage local et puis peut-être de voir un peu plus sur l'international? Moi, c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment nous, au niveau des pouvoirs publics et des responsables politiques, nous pouvons renforcer et l'ancrage local et faciliter aussi le développement à l'export. Il y a deux leviers de développement pour les entreprises, c'est l'innovation et l'export. Il nous semble que c'est en tout cas sur ces deux leviers qu'une collectivité comme la nôtre, la région, avec des compétences économiques qui sont poussées par la loi, elle doit être sur ces deux terrains-là. Celui de l'innovation, et il me semble que plus on innove, plus on est performant technologiquement, plus on est fort et plus cet ancrage reste. Hein, et moi, je suis très, très impressionnée par la technologie qui est à l'œuvre dans les trois groupes qui sont là, présents. Deux groupes familiaux jurassiens, un groupe du Doubs et du Haut-Doubs. Hein. Enfin, c'est vraiment notre territoire, notre terroir. Puis en même temps, c'est la technologie la plus éprouvée, la plus parfaite. Donc moi, je suis très, très impressionnée. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment je peux, alors peut-être pas vous êtes des grands groupes, mais aider les petites, les entreprises qui se créent, les entreprises qui se développent, et celles qui doivent atteindre des tailles comme les vôtres, comment on peut faire. Et je vous le répète, c'est vraiment sur la capacité d'innovation et sur l'export. Sur la capacité d'innovation, c'est de faire en sorte qu'on consolide vraiment dans notre région, maintenant grande région, un écosystème favorable à l'innovation avec les ponts entre la recherche, la formation, la production. Et puis sur l'export, c'est pour moi aider les entreprises à aller sur des salons pour se faire connaître, pour les pousser dans les pays étrangers. Et pour cela, c'est un partenariat avec les chambres de commerce. Et nous avons, en Franche-Comté, développé un partenariat avec la CCIR qui me semble assez exemplaire quand je vois ce qui se passe dans d'autres régions. Et je me dis qu'il faut absolument faire la même chose maintenant à l'échelle de la grande région. Merci Madame la Présidente. On va revenir à nos témoignages, messieurs, si vous voulez bien prendre le micro, parce que la question c'est, on a vu un petit peu comment ça s'est passé dans le passé, comment ça se passe aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme conseil de votre part si on voulait se développer à l'international, qu'est-ce qu'il est bien de faire, est-ce qu'il faut racheter des usines en place, est-ce qu'il faut être sur place, qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme conseil aujourd'hui dans ce développement à l'international? Monsieur Févé.
C'est une vaste question. Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? D'abord, il faut considérer que ça va être moins facile que prévu. Les implantations à l'étranger sont toujours semées d'embûches, donc il faut être patient et il faut être pugnace. Alors après, tout dépend du modèle. Chez Bell, en tout cas, on a expérimenté différents types de modèles. Ça peut être de la croissance organique pure, où vous installez dans un pays, vous construisez votre usine, ou vous démarrez une filiale. Bon, c'est finalement, quand on peut le faire, c'est bien. On ne peut pas toujours le faire. On peut s'appuyer sur un sous-traitant, on peut nouer des partenariats. Sur cette dernière dimension du partenariat, moi, je veux attirer votre attention sur la dimension culturelle. À travers l'histoire du groupe, on s'est aperçu finalement que cette dimension culturelle est loin d'être négligeable. C'est et c'est même très difficile de construire des partenariats durables avec des cultures qui sont parfois très différentes. Et pourtant, croyez-moi, le groupe Bell est un groupe très éthique. On est très sensible à cette dimension de partenariat. On a eu des difficultés considérables en Algérie avant de prendre notre envol et de récupérer 100% du capital. On a eu des difficultés considérables en Iran. On a eu des difficultés considérables dans bon nombre de géographies. Bon, moi je veux attirer l'attention là-dessus parce que c'est jamais facile. Donc voilà, ça prend du temps, ça va coûter plus cher que prévu. Souvent, et puis faire attention, bien préparer le terrain, je crois aussi. On néglige souvent la préparation, notamment bien comprendre tout ce qui concerne le côté administratif, bien comprendre le niveau de corruption qui peut exister dans le pays. On a eu, par exemple, en Ukraine, des difficultés considérables, là pas à cause d'un partenaire, mais tout simplement à cause d'un État qui est un État corrompu, avec tout un système où à chaque fois qu'il faut bouger une oreille, vous êtes obligé d'amener une valise, ce que l'on s'est toujours refusé à faire. Mais du coup, les plus hautes autorités de l'État nous ont expliqué qu'on allait mettre beaucoup plus de temps que les autres à gagner de l'argent. Voilà, quelques conseils. Merci. Monsieur Gérard. Alors, moi, je ne sais pas s'il y a vraiment de bonnes réponses ou de méthodes toutes faites pour se développer à l'international. Puis, j'ai évidemment moins d'expérience que mes voisins. Ce que je crois, et pour répondre à votre question, mais comme à celle de Madame Dufay, l'industrie, c'est du temps. Vous l'avez dit vous-même, on le voit à travers l'histoire de votre famille. On ne construit rien sans temps. Et si on veut faire quelque chose, si on veut développer quelque chose, il faut avoir le temps de le faire. Quoi qu'on fasse, c'est toujours plus compliqué que ce qu'on a imaginé dans un premier temps. Et donc, il faut avoir une certaine persévérance, avoir le temps de développer les projets, le temps d'installer les filiales. Et tout ça, ça nécessite effectivement d'avoir une certaine persévérance. C'est pour ça que moi, je crois beaucoup aux entreprises familiales, parce que justement, la vision de la famille est celle qui permet justement d'aller un peu au-delà des 2-3 ans à venir, mais de dire finalement, on souhaite faire quoi et on souhaite être où à l'horizon d'une génération, souvent, parce que c'est la génération aussi qui définit son projet. Et je crois que c'est un des sujets où effectivement les pouvoirs publics peuvent nous aider, c'est durer dans le temps et transmettre de génération en génération. Et on se rend compte, là on reviendra sur la première partie du sujet, que les familles sont souvent très attachées à leur ancrage local. Vous parliez du Jura, nous on est sur Besançon, et ça crée vraiment un écosystème qui est tout à fait favorable. Donc vraiment le temps et la notion de temps dans le développement industriel. Et Monsieur Lacroix. Moi, effectivement, je ne me permettrai pas de donner des conseils non plus. Je pense qu'il n'y a pas de méthode. Il faut bien connaître son marché, bien maîtriser ses moyens de production. Je crois qu'il faut, comme l'a dit M. Févet tout à l'heure, accepter l'échec, ce qui a été le cas pour nous plusieurs fois. Aussi prendre des risques modérés, éviter de mettre en péril l'ensemble de la société. Et puis, il faut être persévérant. Vous allez garder le micro pour ces dernières questions. On a vu un petit peu, la première question, c'était qu'est-ce qui a provoqué le démarrage, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour partir à l'international. Et là, on va parler argent, on va parler financement.
comment s'est passé, comment se passe aujourd'hui le financement à l'international. Comment ça se passe quand on est un groupe familial? Est-ce que c'est toujours aussi facile? Est-ce qu'il faut faire rentrer des capitaux privés? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Bien évidemment, nos trois témoins sont les bienvenus au micro. Très bien. Écoutez, fort d'un développement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous, deux générations pour arriver au niveau de l'entreprise aujourd'hui. Notre père, démarrant sans sous à la sortie de la guerre, fier de dire je suis né au cul des vaches, donc avec aucun moyen, on n'a pas pu nous assurer un développement tout seul. Donc dans un premier temps, ça s'est fait avec la confiance des banquiers qui s'est faite de façon très très importante pendant la gestion paternelle. Dans un deuxième temps, et au moment de l'internationalisation, avec des moyens beaucoup plus croissants, l'endettement bancaire ne suffit pas. Ou en tout cas, on arrive avec des obligations de ratio qui ne permettent pas de financer la totalité du déploiement. Nous, on a fait intervenir des partenaires financiers, ne souhaitant pas rentrer en bourse parce qu'on n'y voyait aucun intérêt. On a sollicité déjà dans les années 80 un partenaire financier qu'on a racheté quelques années plus tard. Et on a ressollicité divers partenaires à partir de 2003. Des gens que j'ai vus dans la salle là, tout à l'heure, Ciparex, Invest Franche-Comté, la région. Voilà. Donc la région. Donc l'argent, on vient. Tout à fait. Alliance Entreprendre de la Caisse d'épargne. Avenir Entreprise BPI aujourd'hui et Edifi dernièrement. Des partenaires financiers qui sont rentrés minoritaires à un niveau de capital assez important, qui nous ont bien accompagnés, bien conseillés, laissé une grande latitude de gestion malgré tout, avec beaucoup de confiance. Et on a progressivement, nous, réduit leur part de capital en rachetant une partie de cette participation. En tout cas, on n'aurait jamais pu faire ce déploiement. Je cite quelques chiffres. Donc, 2003 a entré nos partenaires financiers. On était à 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est à 160 millions, donc 13 ans après. C'est bien sûr impossible de le faire sans un apport financier extérieur. Et la rentabilité de l'entreprise, malheureusement, n'aurait pas permis ce déploiement en se finançant tout seul. Voilà pour notre évolution à nous. Merci pour votre témoignage, Monsieur Gérard. Écoutez, nous, alors moi je suis comme vous, je suis le représentant de la deuxième génération. Nous, on a toujours eu des actionnaires financiers à notre capital. Donc on a toujours été ouvert sur cette approche. Moi, on m'a toujours appris que l'argent, j'ai été élevé à coup de saint Thomas d'Aquin, l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Et effectivement, les moyens financiers, il y en a plein qui existent. Et ça ne doit pas être un problème en tant que tel. Et je pense qu'en France, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être faites. Mais en revanche, toujours au service d'un projet. Et c'est toujours dans ce sens-là qu'il faut prendre la construction des affaires. C'est d'abord qu'est-ce qu'on souhaite faire, et ensuite quels sont les moyens qu'on souhaite mettre en face. Et de manière générale, si le projet est bien monté, bien construit, il n'y a absolument aucune raison qu'on ne trouve pas les moyens de financement. Mais c'est là où le rôle de la famille, et je reviens sur le point précédent, est important, parce qu'effectivement, dans un premier temps, on peut avoir des périodes où on ne gagne pas les sous qu'on souhaitait gagner, et donc il faut essayer d'avoir une vision un peu plus long terme, et de faire ce juste équilibre entre la vision long terme industrielle, plutôt familiale, et une vision un peu plus court terme qu'il est nécessaire d'avoir, plus financière. Et nous terminerons avec... je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Après, c'est une question d'appréciation du risque. L'endettement, c'est aussi mettre un moment dans la balance son indépendance. Donc, c'est un risque qui se mesure. Alors, les entreprises familiales, de ce point de vue-là, sont souvent des entreprises qui fonctionnent avec des ratios qui sont plus prudents, avec des leviers. Généralement, on tourne autour de 2, 3, 4, pour celles qui sont un peu plus moins averses au risque. On n'est pas tout à fait dans
dans la façon dont on pratique aujourd'hui les fonds qui utilisent des leviers beaucoup plus importants. Donc moi, c'est juste mon message, on essaye toujours, en tout cas dans la famille a plutôt été rétive à l'endettement. Après, la surface du groupe aujourd'hui nous permet de générer suffisamment de cash pour accompagner nos projets de croissance, mais on regarde nos dépenses et nos investissements avec énormément de prudence, et l'indépendance du groupe est un critère sur lequel pour le moment, on ne transige pas. Après, si un jour un grand projet devait se présenter, bien évidemment, la famille se réunirait pour savoir si, pour le bien de l'entreprise, il faudrait que la famille s'associe à des partenaires. On en a beaucoup qui veulent rentrer. On a notre ami Beignet, Lactalis, qui est au capital depuis de nombreuses années, et ça se passe très bien. Voilà, pour le moment, c'est une position, en tout cas, cette position de prudence demeure. Merci. Madame la Présidente, un petit mot cette fois-ci sur les aides de la région, sur ce qui peut être fait ou ce que vous souhaiteriez faire dans les années à venir. Vous qui êtes maintenant présidente Bourgogne-Franche-Comté, sur les différentes perspectives et puis sur ce qui peut être fait auprès des entreprises qui souhaitent se développer à l'international. Je sais que c'est une grande question. Je pense qu'à cette heure-là, à ce moment-là, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Simplement vous dire que un des outils importants pour nous, pour accompagner les entreprises à tous les stades de développement, l'entreprise qui se crée, l'entreprise qui se développe, l'entreprise qui aborde ses premiers marchés à l'extérieur, effectivement, l'entreprise qui traverse aussi des difficultés conjoncturelles. À tous les stades de développement de l'entreprise, nous devons être présents avec toute l'humilité. Alors je dis ça avec toute l'humilité nécessaire, parce que moi, quand j'entends les chefs d'entreprise, qu'ils soient gros ou petits, peu importe, quand j'entends les chefs d'entreprise et les risques qu'ils prennent, je ne peux être animée que d'une très grande humilité, mais qui n'a d'égal que la détermination que nous pouvons avoir. Puissance publique, il faut que nous soyons les plus efficaces possibles à notre niveau pour accompagner tous ces développements-là. Et apporter du haut de bilan aux entreprises par l'intermédiaire de ces fonds auxquels on faisait allusion quand monsieur de l'entreprise Lacroix parlait. Nous avons mis en place effectivement un certain nombre de fonds d'investissement qui nous permettent d'intervenir dans les hauts de bilan des entreprises par l'intermédiaire d'une société Invest qui est présidée par le président de la Chambre de commerce du Jura, Rémi Laurent. Donc à la fois pour la création, pour les développements, même pour les difficultés. Et je pense qu'il faut qu'avec l'élargissement à la Bourgogne, nous nous donnons des moyens encore plus importants pour aller dans ce sens-là, parce que je pense que c'est important. La deuxième chose, et la dernière que je voudrais dire, c'est que effectivement, voilà un mandat qui démarre, un nouveau mandat, à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est l'occasion, parce que la loi nous y pousse, de remettre à plat ce que nous appelons notre stratégie de développement économique, c'est-à-dire tous les outils que l'on peut mettre en place aux côtés des entreprises. Donc nous allons remettre tout cela à plat. Nous allons donc évaluer ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, et je voudrais surtout qu'à cette occasion, le maximum de chefs d'entreprise, le maximum d'entre vous puissent être à nos côtés dans la mesure de vos possibilités, de vos disponibilités. Mais cet exercice de remise à plat de nos dispositifs et de construction d'une nouvelle stratégie, elle n'a de sens que si elle est faite en coproduction avec vous. Donc ça, vraiment, nous sommes en période de vœux, et si j'ai un vœu cher à exprimer, c'est celui-là. C'est que ces exercices que nous avons à faire, que ce soit schéma d'aménagement du territoire, que ce soit schéma de développement économique, d'ailleurs ça s'appelle schéma de développement économique de l'innovation et de l'export, je crois, c'est vraiment avec les représentants du monde économique que nous devons le faire. Dans les années passées, j'ai plutôt poussé à cet exercice de co-construction, et je voudrais terminer en disant qu'il y a un exercice auquel je me suis livrée,
qui a beaucoup fait parler de lui dans la région, sur le plan de la protection des salariés des entreprises qui traversaient des difficultés conjoncturelles, les difficultés que l'on sait qui se sont produites en 2009, quand tout d'un coup les entreprises se sont trouvées avec des carnets de commandes qui se sont effondrés. Et c'est grâce à l'entreprise qui est à mes côtés, grâce au groupe Cheval, que nous avons mis en place un système de protection tout à fait innovant. Mais quand je dis que c'est grâce à vous, c'est que je vous revois, Monsieur Gérard, au salon Micronora, en septembre 2009, venir me dire les choses là sont extrêmement graves sur le plan de la conjoncture. Hein, vous sentiez tous ces marchés qui s'effondraient, ça vous tombait dessus. Et vous m'avez dit, on sait que votre responsabilité, c'est de travailler à la formation des demandeurs d'emploi. Mais alors faites en sorte quand même que nos salariés ne deviennent pas vos clients et vos demandeurs d'emploi. Et c'est vrai que j'avais été extrêmement frappée par cet appel-là, et nous avons mis en place un système pour que les salariés dans les entreprises confrontées à des difficultés conjoncturelles eh bien, puissent rester dans l'entreprise qui pourtant n'avait plus de carnet de commandes, continuent à être payés et soient formés, et du coup, en prévision de jours meilleurs, acquièrent des compétences nouvelles et du coup soient toujours des éléments de compétitivité forte pour l'entreprise. Donc je dis ça simplement pour dire que, mais dites-moi, poussez-moi, poussez-nous, toute notre équipe dans nos retranchements. C'est vous qui devez nous dire comment, non pas exactement ce que nous avons à faire, mais il faut que vous nous exprimiez très simplement vos préoccupations. La région n'a pas à intervenir sur les facteurs de compétitivité liés au coût de l'entreprise. Ça, c'est un débat national. Ce n'est pas à la main de la région. Mais je pense que sur la compétitivité hors coût, la compétitivité par l'innovation, la compétitivité par la formation, la compétitivité par la recherche, la compétitivité par l'export, nous pouvons être de modestes alliés de vos développements. Et donc, eh bien, vraiment, je compte sur vous. Je compte sur vous énormément, comme vous pouvez compter sur moi et sur mon équipe. Merci Madame la Présidente. Gardez le micro. Juste avant de vous demander un mot de conclusion, Rémi Laurent m'avait dit tout à l'heure, le président de la CCI du Jura me dit je voudrais poser une petite question. Je dis mais c'est pas dans le programme. Il me dit allez, voilà, s'il vous plaît. Ok. Si c'est pas indiscret, Monsieur Chevet, vous avez parlé des valeurs dans l'entreprise. Vous aviez un très très beau projet qui mobilisait une partie de l'entreprise avec la voile, les compétitions. Et si c'est pas indiscret, est-ce qu'il y a d'autres projets qui suivent derrière? Parce que j'ai eu l'occasion de voir combien vous mobilisiez au départ des transats au Havre, et on voyait que c'était un projet d'entreprise global. Ça a été un très joli projet, cette aventure nautique. C'était un peu baroque pour une vache de se retrouver sur une voile. Et je me rappelle que le jour où je suis arrivé avec cette idée dans le bureau de Gérard Boivin à l'époque, qui m'a regardé avec des yeux de merlan frit, ce qui pour un fromager est assez original. Et finalement, moi j'aime bien remettre en cause un peu la façon dont on réfléchit, de bousculer un peu les schémas établis. Je pense que c'est un autre message important. On vit dans un monde aujourd'hui très incertain, avec une volatilité extraordinaire, et donc on a cette nécessité d'être agile, et puis cette nécessité à un moment d'oser des choses qui n'étaient pas forcément inscrites dans notre ADN. Alors la voile, ça a été un très beau projet interne. On avait baptisé une opération qui s'appelait le coup de pouce, et on avait demandé à nos salariés de mettre leur empreinte digitale sur le mât. Et on a eu jusqu'à 8500 empreintes sur le mât du bateau. C'était une aventure qui a duré 12 ans. Ça coûte cher, la compétition de haut niveau, et c'est vrai que je m'étais engagé auprès de ce skipper formidable, Quito de Pavan, dont le rêve était de faire ce fameux Vendée Globe, qui est une aventure extraordinairement difficile, une aventure humaine, j'allais dire surhumaine, puisque
on se retrouve tout seul sur un bateau dans des éléments qui sont déchaînés. Alors on n'a pas eu beaucoup de chance avec notre bateau, mais l'aventure humaine et ce qu'on en a fait chez Bell a été tout à fait exceptionnel. Et j'ai été assez surpris de voir, parce que je me disais finalement c'est un projet qui va rester un peu franco-français, hein, la solitaire étant une discipline qui est très française, même si ça se développe un peu plus aujourd'hui. Et puis on a eu un accueil absolument invraisemblable à Tanger, à Latakia, en Syrie, en Égypte, et on avait des équipes en Ukraine qui avaient des photos du bateau partout. Enfin bon, dans le monde entier finalement, le projet a été soutenu, et de ce point de vue-là, ça a été une extraordinaire réussite, et ça a apporté beaucoup de plaisir. Je me rappelle, on est ici à Lons, et je me rappelle d'un départ de course, et j'étais dans une voiture avec des ouvriers de Lons, puisqu'on avait un fan club qui était très important à chaque départ de course, et ils avaient oublié que j'étais dans la voiture, probablement, ça arrive. Et j'entends pour une fois que la direction fait quelque chose pour nous. Alors là, je me suis dit, finalement, et c'est intéressant parce que c'est un projet qui a pris chez les ouvriers, chez les agents de maîtrise, beaucoup plus qu'au marketing qui a attendu à peu près la fin du programme pour s'intéresser un peu au sujet. Ce qui était et ils s'y sont intéressés parce que j'arrêtais pas de gueuler. Il faut reconnaître que je leur disais que quand il y a un outil qui existe, il faut quand même en faire quelque chose. Voilà. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui vient derrière? Écoutez, on y réfléchit. Il n'y a rien de très précis aujourd'hui. Moi, j'aimerais redémarrer une autre aventure. Bon, je ne sais pas si ça se fera autour du sport ou autour du développement durable. On est maintenant sur des sujets de responsabilité qui sont très importants, et je trouve que finalement la sauvegarde de notre planète, la sauvegarde d'une filière durable, tous les enjeux qui existent sur la nutrition, voilà, mérite aussi qu'on s'y intéresse. Alors, on est très investi dans le développement durable. On a des fondations qui sévissent dans le monde pour aider les enfants sur différents sujets. En tout cas, on va plus aller chercher dans cette dimension-là que probablement dans la dimension sportive. Merci messieurs. Normalement, on devrait arrêter. Bon, vous pouvez applaudir, hein, ne vous privez pas, évidemment. Normalement, nous arrivons à la fin de notre table ronde. Néanmoins, si vous souhaitez dire un petit mot de conclusion, vous êtes les bienvenus. Ça peut être rapide. Non, bah écoutez, merci beaucoup. Merci évidemment au réseau. Merci à Madame Dufay d'être venue aujourd'hui. Très bien. Alors moi, je voulais vous dire que encore une fois, ça a été un grand privilège pour moi de pouvoir partager ce petit moment avec vous dans cette belle terre jurassienne qui est celle de mes ancêtres. Et puis je voulais dire à notre présidente qui est une supportrice, un supporter en tout cas des entreprises. Et on se connaît pas forcément très bien, mais en tout cas c'est ce qu'on m'a dit. Mes sources sont généralement assez fiables. Que si vous pouvez faire quelque chose, peut-être pas forcément au niveau de la région, mais en tant que personnalité, j'allais dire politique, c'est vraiment de persuader ceux qui vous entourent que le monde de l'entreprise a besoin de deux choses qui sont importantes. Pour construire, il faut avoir un minimum de visibilité. Et je le disais tout à l'heure, on est rentré dans un monde qui est devenu fou. On le voit sur les matières premières, on le voit sur le prix du lait. Je sais que vous êtes au courant de ce type de sujet. L'instabilité fiscale est juste insupportable pour les chefs d'entreprise. Elle est extrêmement déstabilisante. Et on ne peut pas construire durablement en étant en permanence en train de se demander ce qui va nous tomber sur la figure. Et je le dis pas pour une entreprise comme Bell, qui peut en souffrir, mais qui a les moyens d'absorber ces chocs. C'est beaucoup plus compliqué pour des petites structures. La deuxième chose, et qui moi a fini par me perturber, c'est l'image du chef d'entreprise. Quel dommage que dans ce pays, finalement, le chef d'entreprise ne soit pas reconnu. À ma connaissance, l'entreprise est la seule institution qui crée de la richesse. Elle crée non seulement de la richesse et donc de l'emploi, elle crée du savoir,
C'est donc un outil formidable. L'apprentissage est quelque chose d'extraordinaire qu'il faudra développer. Et donc, mais l'image du chef d'entreprise en France est tout à fait désastreuse. J'ai jamais tellement compris pourquoi. Probablement parce qu'on parle toujours des 40 mêmes qui sont dans les pages saumon du Figaro, et beaucoup moins de tous ceux qui sont ici dans cette salle. Et si vous pouvez y faire quelque chose, je pense que ça serait formidable. Le débat n'est pas lancé, Madame la Présidente. Si vous souhaitez dire un petit mot de conclusion, vous êtes la bienvenue. Écoutez, il y a peut-être pire que les chefs d'entreprise. Je pense que les hommes et les femmes politiques, c'est pas mieux. Et je ne veux pas comparer un homme et une femme politique à un homme et une femme chef d'entreprise, mais simplement, il y a tellement un tel gouffre entre la réalité de ce que vous vivez, de ce que nous vivons, de ce que nous faisons au quotidien, et ce qui est perçu par l'opinion, effectivement, c'est absolument terrible et lamentable. Alors, sur la question du chef d'entreprise, moi, je vais aussi au-delà. Dans une région industrielle comme la nôtre, on ne croit plus en l'industrie. Et tous ceux qui sont dans la salle, là, et qui me connaissent, savent que c'est non seulement un discours, mais que j'essaye de poser des actes pour qu'on rompe avec ce cycle-là qui consiste à ne plus connaître ce qui se fait dans les entreprises, à ne plus reconnaître la réalité des métiers de l'industrie et la façon dont dans ces métiers on peut largement faire carrière. Nous sommes une région industrielle et nous ne connaissons pas les métiers de l'industrie. Les filières professionnelles, les sections d'apprentissage ont du mal maintenant à trouver des candidats et du coup les compétences se tarissent, et ce qui fait la force et la richesse de notre territoire peut se tarir de ce fait-là. Donc c'est un vrai sujet. Comment on réconcilie les habitants, les citoyens, les parents et les professeurs avec le monde de l'industrie. Au-delà d'ailleurs du monde de l'industrie, c'est avec les métiers techniques en général. Et c'est un combat, et c'est peut-être le premier combat d'une région dans ses compétences économiques, puisque les régions sont maintenant reconnues dans les compétences économiques qu'elles peuvent amener aux côtés des acteurs économiques. Mais première chose, puisque les formations font partie de nos grandes compétences, mais ça sert à quoi de financer des formations si il y a une telle désaffection? Donc là, nous avons un immense chantier devant nous, mais nous avons commencé déjà à poser quelques jalons, et nous allons continuer avec détermination. Merci, Madame la Présidente. Merci, messieurs. C'était la table ronde concernant de l'ancrage local à l'international. Merci, messieurs, dames.